Si vous avez fait l'école traditionnelle française, peut-être que ce que vous voyez là s'est transformé comme ça. Moi, j'ai mis quelques-uns de mes enfants dans une école alternative, dans laquelle, une école Steiner, dans laquelle, quand ils apprennent à écrire et qu'ils écrivent ça, on leur dit « Ouais, c'est bien, ça peut s'écrire comme ça. C'est juste le droit à l'erreur. » Sauf que, en français, on a décidé de l'écrire autrement. C'est juste une décision. Mais on peut l'écrire comme ça. Si vous avez une chose à retenir de cette intervention, retenez une chose. L'erreur est un apprentissage. J'ai tenté de vous démontrer ça. 1986, je crois, la navette Challenger qui explose. Est-ce que vous savez pourquoi elle a explosé? Une erreur ou une faute? That is the question. En fait, il y avait un joint qui avait été testé par les ingénieurs comme étant fragile à une basse température, inférieure à 0. Or, comme la navette était lancée depuis la Floride, c'est très rare qu'il gèle en Floride, et les ingénieurs avaient estimé que si la température était négative, il y avait une chance sur 100, 1% de chance que le joint fasse défaut. Mais les personnes qui étaient en charge du tir, eux, ils avaient en tête que le risque était 1000 fois inférieur. Et donc ils ont décidé, en dépit du froid, de lancer la navette. Et vous voyez que probablement, il y a eu une insuffisance de transmission d'une information absolument cruciale. Si les ingénieurs pensaient que c'était 1%, et que les responsables du tir avaient eu ce pourcentage en tête, ils auraient reporté le tir. Ça vous rappelle quelque chose aussi, peut-être. Tchernobyl, en plein milieu de la nuit, le directeur de Tchernobyl apprend que le réacteur est en train de s'emballer suite à tout un tas d'événements. Et il va prendre une décision qui est de noyer le réacteur dans l'eau. Au moment d'explosion, ce que ça va produire, c'est que ça va produire une dispersion dans l'atmosphère d'encore plus de radioactivité que s'il avait fait un autre choix. Et il va imposer toute la journée qu'on continue de noyer le réacteur dans l'eau. Noyant par voie de conséquence le réacteur numéro 3, qui lui n'était pas en problème. Et ce qui s'est passé, c'est que le directeur du réacteur numéro 3, en opposition avec l'instruction de son grand patron, décide de refroidir le réacteur numéro 3 d'une autre manière. Et en faisant ça, il empêche l'explosion du réacteur numéro 3. Et donc il a désobéi. En 1985, alors vous me reconnaissez peut-être pas, mais vous voyez une Peugeot 504 avec deux étudiants. Bon, celui qui est en premier plan, c'est moi, j'ai plus de cheveux. Et en 1985, je traverse le Sahara en voiture, et un jour, on est en plein milieu de nulle part, et je vois un pick-up arriver vers nous, avec tout un tas de bonhommes qui nous aidaient en signe. Alors moi, naturellement, je me dis, je vais aller vers eux, ils ont besoin de quelque chose. Et mon copilote, là, François, me dit, toi, tu tournes à droite, tu fonces et tu t'échappes. Je ne saurais jamais si cette voiture avec quelques hommes à bord avait besoin d'aide, ou si François nous a sauvé la vie. Je n'en sais strictement rien. Quelle est l'information que je détiens? Comment j'ai obtenu cette information? Je dois aiguiser mon discernement. Et on va y revenir bien sûr. Quel est mon discernement quand je suis manager pour savoir s'il s'agit d'une faute ou d'une erreur? Il faut du courage aussi. Il y a des moments où il faut du courage pour désobéir parce qu'on pense qu'on est en train de défendre l'intérêt supérieur, l'intérêt général, et que quelquefois, même quand on est le grand patron, on peut se planter. J'espère ne pas choquer.